Donc nous sommes réunis pour un débat autour d'un fait précis, hein, c'est l'exclusion des homosexuels vis-à-vis du don du sang. Dans ce débat, mon rôle n'est pas d'apporter des informations particulières, parce que honnêtement vous en avez plus que moi, mais plutôt d'aider la parole à circuler, hein, que chacun s'écoute, puisqu'un débat, c'est pas simplement un moment où on s'exprime, mais c'est aussi un moment où on écoute ce que les gens ont à dire. Alors, je ne fais pas partie des associations organisatrices, hein, elles sont au nombre de 3. Il y a Tous Receveurs, Tous Donneurs, qui est représenté par Elsa, Homo Donneur, représenté par Frédéric, et puis une association qui n'est pas présente, en tout cas par quelqu'un, mais qui a quand même envoyé un document, et qui est Pourquoi s'en priver. C'est bien ça. Voilà, donc je suis mandaté pour introduire et modérer ce débat. Sinon, dans le civil, si vous voulez savoir, je suis prof de français, et donc mon hobby c'est d'animer des débats justement, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à moi. Sans être spécialiste, je sais que cette question de l'exclusion des homosexuels vis-à-vis du don du sang, c'est pas nouveau. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Dès 83, dès le début de l'épidémie de sida, déjà une circulaire excluait les homosexuels du don du sang. Alors depuis, on aurait pu penser que de l'eau avait passé sous les ponts. L'épidémie de sida a changé de forme, hein, c'est plus du tout la même perception qu'autrefois. Les modalités de collecte du sang, de traitement du sang ont changé aussi. Le scandale du sang contaminé étant passé par là. Et pourtant, l'exclusion des homosexuels est toujours là, puisqu'en 2009, une circulaire de Roselyne Bachelot l'a réitérée, hein, l'a prolongée, c'est encore récent. Donc, vis-à-vis de ce fait, il s'agit d'en faire une analyse pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et puis pour s'en faire une opinion. Alors le but, c'est pas forcément que tout le monde en sortant d'ici ait la même opinion, mais que chacun, comme militant et comme citoyen, on se fasse son opinion pour mieux orienter son activité militante ou son activité de citoyen, tout simplement, savoir à quoi s'en tenir. Voilà, donc pendant la demi-heure qui vient, je vais donner la parole aux associations organisatrices, qui auront 10 minutes chacune. On commencera par Pourquoi s'en priver, hein, qui fera diffuser c'est quoi, c'est un film, une vidéo. Ensuite, les deux autres associations interviendront, et puis ensuite, il y aura un débat à la tribune, et on terminera par un débat avec la salle. Voilà. Donc, si le programme est clair, on peut lancer la vidéo tout de suite. C'est Pourquoi s'en priver. S'il faut éteindre, ou s'il faut que je me pousse, vous me le dites aussi. Ça va ? Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon absence. En effet, j'avais prévu depuis longtemps maintenant de me rendre à ce débat à vos côtés, et pour des raisons personnelles et indépendantes de ma volonté, j'ai dû y renoncer, et j'en suis, croyez-moi, le premier désolé. Je remercie le collectif Homo Donneur de pouvoir me donner à travers cette vidéo solution de rechange qui nous permet de ne pas mettre en péril tout le débat, de pouvoir m'exprimer et donner donc la position de mon association Pourquoi s'en priver, que j'ai créée en 2008 et qui a donc pour vocation de lutter pour l'ouverture du don du sang aux homosexuels. On agit de différentes manières, souvent à l'occasion de collectes de l'EFS par des tractages pour informer les donneurs et la population en général, puisque beaucoup ignorent toujours cette interdiction. On agit souvent en collaboration avec Homo Donneur ou d'autres associations. D'ailleurs, on a lancé récemment une double pétition en collaboration avec SOS Homophobie et TRTD. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, la signer. Jusqu'au 5 avril, vous avez pour la signer, puisque c'est dans le cadre de l'élection présidentielle, et donc les résultats seront publiés le 5 avril. Vous trouverez tous les détails sur le blog pourquoissanpriver.com. Voilà. Concernant le débat d'aujourd'hui, à savoir cette interdiction, est-ce que c'est de l'homophobie, est-ce que c'est de la discrimination ou du sécuritarisme? Au sein de l'association Pourquoi s'en priver, nous nous accordons à parler de discrimination. Tout simplement parce que la définition du dictionnaire de la discrimination, c'est le fait de distinguer, de traiter différemment, le plus souvent plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. C'est exactement ce qui s'applique dans ce cas, puisque
on nous parle, en parlant des homosexuels, de population à risque. Ça ne veut rien dire concrètement. On nous catégorise comme cela, donc, et à partir de cette catégorie de population, on est un groupe à part, et du coup on n'est plus des individus propres. Tout le questionnaire est rédigé, voilà, on a une approche très personnelle en tant qu'individu, et puis arrivé à cette petite dernière question, la surenchère au principe de précaution, là on vous sort de l'individualité et on vous range catégorie de population. C'est pour cela, à mon avis, que c'est un non-sens. Ce terme de discrimination, on peut également l'appliquer pas seulement aux homosexuels, mais aussi aux transfusés ou bien aux personnes ayant vécu dans les années 80 dans les îles britanniques, puisqu'elles sont elles aussi exclues du fait d'une appartenance à une catégorie de population que l'on considère à tort ou à raison plus à risque. Et selon nous, bien sûr, plus à tort. Enfin, ce terme de discrimination, c'est le terme qui est employé par l'EFS, par certains dirigeants de l'EFS, notamment Jacques Hardy, l'ancien président, lorsqu'il s'était prononcé pour l'ouverture du don du sang en 2007. C'est aussi le terme qu'emploie régulièrement le ministre de la Santé, même si il n'a rien fait pendant 6 ans pour changer les choses. À chaque fois que je l'ai questionné sur le sujet, il a bien parlé de discrimination qu'il ne comprend pas, qu'il ne s'explique pas, mais qu'il ne combat pas assez activement. Et puis c'est aussi le terme qu'a employé Dominique Baudis quand il a lui aussi à son tour condamné cette non-ouverture du don du sang. Dominique Baudis, qui est défenseur des droits, c'est aussi le terme qu'il emploie. Donc c'est le terme qui nous paraît le plus approprié. Pourquoi s'en priver? On ne parle pas de sécuritarisme parce qu'on considère que ça n'en est pas. Le premier élément pour justifier cela, c'est que quand on regarde les chiffres de l'Institut de veille sanitaire, on va trouver une catégorie de population, puisque c'est divisé comme ça, hein, dans les enquêtes de l'Institut de veille sanitaire. On détaille la population entre hétérosexuels, homosexuels, usagers de drogue et une autre catégorie qui sont les immigrés d'Afrique subsaharienne. Et cette catégorie, les immigrés d'Afrique subsaharienne, qui peuvent donner leur sang, en effet rien ne leur interdit, et pourtant quand on regarde dans les chiffres de l'Institut de veille sanitaire, le taux de prévalence au VIH qui nous est reproché, à nous les homosexuels, est bien plus élevé dans cette catégorie. Donc si c'était vraiment du sécuritarisme, pourquoi autoriser ces personnes, cette catégorie de population, et pas les homosexuels? Le dernier élément qu'on utilise, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est quelque chose qui pourrait très bien illustrer ce manque de sécuritarisme. Tout simplement parce que, là aussi c'est un chiffre, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est un chiffre qui est disponible sur le site de l'Institut de veille sanitaire. C'est un chiffre qu'on trouve dans l'enquête PressGay de 2010. C'est donc leurs enquêtes qui servent de base pour tout leur chiffrage. Ce chiffre, c'est que 87% des homosexuels se sont fait dépister dans l'année qui précédait leur réponse à cette enquête. Et en réalité, plus de la moitié l'ont fait dans les 6 derniers mois. Donc voilà, on le sait très bien, le dépistage c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Le ministère de la Santé publie chaque année un chiffre en collaboration avec AID. Ce chiffre qui est publié le 1er décembre de chaque année, le jour de la lutte mondiale contre le sida. En France, on estime en 2011 que 50 000 personnes seraient séropositives et l'ignoreraient. Si 87% des homosexuels se font dépister régulièrement, dans quelle catégorie de population va-t-on trouver la plus grosse part de ces 50 000 personnes séropositives qui s'ignorent? Par sécuritarisme justement, il serait meilleur de ne pas regarder l'orientation sexuelle, mais bien de regarder chaque donneur en tant qu'individu. Il est là le vrai sécuritarisme.
Enfin, je vais vous dire pourquoi on ne parle pas d'homophobie. L'homophobie, c'est l'expression qui revient le plus souvent, certainement, quand on va à la rencontre des gens lors de nos actions, qu'on les informe sur cette interdiction. Le plus souvent, ils sont choqués, surpris, et donc comme ça concerne les homosexuels, eux-mêmes nous parlent d'homophobie. Nous qui sommes des acteurs engagés, et donc plus informés sur la complexité du problème, considérer simplement et réduire cette question à de l'homophobie, on considère que c'est inexact et caricatural. Alors, inexact et caricatural, pourquoi? Là aussi, je vais m'en rapporter à la définition du mot. La définition, alors, selon Larousse, elle est un petit peu simpliste, cette définition. C'est simplement rejet ou hostilité envers les homosexuels. Dans l'argumentaire que j'ai diffusé auprès du collectif Homo d'honneur, qui est disponible sur Facebook, j'ai employé la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, que je trouve plus complète. Cette définition est la suivante: l'homophobie, c'est l'hostilité explicite ou implicite, mais violente et agressive, envers des individus dont les préférences amoureuses ou sexuelles concernent des individus de même sexe. Au regard de cette définition, on ne peut pas considérer que on peut parler d'homophobie dans cette question de l'interdiction du don du sang. Tout simplement parce que un homophobe ne fait pas la différence entre homosexuel masculin et féminin. Et pourtant cette différence existe dans le don du sang. Seuls les homosexuels masculins sont interdits du don. Et avant 1983, ils pouvaient tout à fait donner. Avant l'affaire du sang contaminé, on ne faisait pas cette distinction. L'homosexualité pourtant dans ces années-là était beaucoup moins visible et beaucoup moins tolérée qu'aujourd'hui, même s'il y a encore de nombreux progrès à faire. Enfin, la HALD et les nombreux organismes qui sont prononcés depuis des années maintenant sur cette question, puisque le premier à s'être prononcé, c'est le Conseil national d'éthique qui s'est prononcé en 2002, aucun de ces organismes n'a jamais qualifié ni cette interdiction, ni les personnes qui la font appliquer d'homophobes. Et on ne peut pas réduire uniquement le débat à cela. Pour terminer, j'aimerais vous dire que on ne considère pas que c'est de l'homophobie, tout simplement parce que les premières victimes de cette interdiction, ce ne sont pas les homosexuels, ce sont les malades. Nous ne nous trompons pas, on peut très bien vivre sans donner son sang. Par contre, quand on en a besoin, on ne peut pas vivre sans en recevoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Pardonnez-moi le petit côté artisanal de mon intervention, du fait de mon absence, et je vous renouvelle mes excuses. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon débat. Si vous avez des questions sur la position de Pourquoi s'en priver, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire du blog pourquoisanspriver.com ou par Facebook via Homo d'honneur ou sur notre page Pourquoi s'en priver. Merci à tous. Merci à lui. S'il n'est pas là, on lui transmettra nos remerciements. Sa position, en tout cas, était argumentée. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là aussi pour répondre aux questions. Alors, on continue le déroulé. Je vais donner la parole à Elsa, donc tous receveurs, tous donneurs, qui a le même temps de parole, c'est-à-dire 10 minutes. D'accord, c'est aussi un montage. Très bien. On y va. Donc bonjour à tous, je suis Elsa, je suis là pour représenter le collectif Tous receveurs, tous donneurs, qui est essentiellement basé à Paris, ce qui explique que je sois la seule à le représenter aujourd'hui sur Toulouse. Juste une rapide présentation du collectif. C'est un collectif qui a été créé en novembre 2011, donc qui est relativement récent, et qui s'est donné plusieurs missions. Sensibiliser le public à l'interdiction, puisque comme l'a dit Cyril, le grand public est généralement complètement ignorant de cette exclusion. Faire de la prévention aussi sur les IST et sur le sida, parce qu'une population qui est mieux consciente du fait qu'elle soit infectée ou non du sida ou d'une autre IST sera plus à même de faire un don du sang qui n'est pas à risque. Faire une campagne pour le don du sang en général, parce que si nous voulons que le don du sang soit ouvert aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec les hommes, c'est pour qu'il y ait plus de dons, et donc plus de sang pour les malades. Et donc
in fine, obtenir que les hommes qui ont eu des relations sexuelles avec les hommes puissent donner le sang avec les mêmes critères que le reste de la population. Et pour ça, on travaille donc avec Homo Donneur, avec Pourquoi s'en priver et avec SOS Homophobie. Donc quelques précisions, parce que je vais utiliser plusieurs mots et plusieurs sigles dans ma présentation. Donc d'abord, je vais parler de l'EFS souvent. Donc l'EFS, c'est l'établissement français du sang. C'est le seul organisme qui est habilité donc à collecter le sang avec le centre de transfusion sanguine des armées, pour ce qui est des armées. Et je vais souvent parler aussi des HSH. Donc les HSH, c'est des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, ce qui est un peu différent des homosexuels masculins, puisque les homosexuels masculins sont en général des HSH. Par contre, on a aussi les bisexuels qui sont des HSH et aussi certains hétérosexuels qui ont eu dans leur jeunesse ou plus tard des relations avec des hommes, qui font aussi partie de cette population qui est exclue du don du sang. Donc, et la définition de l'homophobie, alors ma définition est un peu différente de la définition qui était proposée par Cyril. C'est une définition qui est proposée par SOS Homophobie. C'est toute manifestation avouée ou non de discrimination, d'exclusion ou de violence à l'encontre d'individus, de groupes ou de pratiques homosexuelles ou perçues comme telles au motif de l'homosexualité. Donc c'est selon cette définition-là, nous on parle d'homophobie en ce qui concerne l'exclusion. Donc d'un point de vue factuel également, juste les différentes dates de l'exclusion. Au départ, on a une circulaire en 1983 qui exclut tous les homosexuels, masculins et féminins, qui ont des partenaires multiples, d'accord, homosexuels et bisexuels. Donc là on a les femmes qui sont aussi un peu plus, mais c'est uniquement dans le cas de partenaires multiples. En 2002, on a une modification de cet arrêté, de cette circulaire, et cette modification fait que les femmes ne sont plus exclues du don du sang, mais d'une certaine manière, ça restreint l'interdiction aux hommes, mais ça l'élargit aux hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, même en cas de non-multipartenariat. C'est-à-dire même les hommes qui sont en couple stable depuis des années deviennent population à risque. Et en 2009, donc, il y a Madame Bachelot-Narquin renouvelle l'interdiction sur la base de. Donc la position générale du collectif, c'est que les premières personnes qui sont discriminées, qui sont victimes de l'interdiction, ce sont les malades. Donc c'est pour qu'il y ait plus de sang que nous militons. Et ce n'est pas. Les homosexuels ne sont pas privés d'un droit, comme le droit d'avoir un toit, le droit de manger, des droits humains. Simplement, ils sont donc exclus de la possibilité d'être solidaires au même titre que le reste de la population. Et on pense que cette exclusion est homophobe pour 4 raisons principales, puisque d'abord elle instaure une différence de traitement entre les HSH et les autres personnes. Elle est basée sur une confusion qui est faite entre orientation sexuelle, comportement sexuel et pratique sexuelle. Elle entretient les amalgames et les stéréotypes sur les homosexuels en général, et elle est violente dans son application à l'égard des homosexuels. Donc l'aspect discrimination, par rapport au code pénal, la discrimination, c'est le fait c'est les actes qui sont fondés sur des distinctions opérées entre les personnes physiques à raison de différentes caractéristiques, et notamment de leur orientation sexuelle. Et c'est bien ce que fait cette exclusion, elle fait bien une différence manifeste entre les HSH et le reste de la population, puisque lorsqu'on fait un don du sang, pour les hétérosexuels et les femmes, c'est le comportement qui est analysé et les risques possibles, alors que quand c'est le cas des HSH, ils sont exclus directement et de manière permanente du don du sang sans étudier leur comportement. Donc là, il y a vraiment une différence de traitement, et en plus qui est suivi par un fichage à vie, puisque une fois qu'on est exclu du don du sang parce qu'on est HSH, on l'est pour 90 ans, donc pour toute la durée de sa vie. Donc, cette exclusion est basée sur une définition qui est une définition de population à risque, qui se base selon nous sur une confusion entre orientation sexuelle, comportement sexuel et pratique sexuelle. Parce que les études qui sont faites sur les HSH sont en fait extrapolées à l'ensemble de la population homosexuelle, comme si tous les homosexuels masculins, tous les HSH, avaient les mêmes pratiques, donc les mêmes pratiques à risque. Donc ça témoigne d'une méconnaissance de la population homosexuelle et de ses pratiques. Et pour nous, ça repose sur des stéréotypes justement homophobes, puisqu'on pense que tous les homosexuels auraient le même comportement. Cet amalgame entre orientation sexuelle, comportement sexuel et pratique sexuelle a été dénoncé à 2 reprises au moins par le Conseil national d'éthique en 2002, puisqu'il dit que ce principe de légitime sécurité
peut se transformer en stigmatisation et peut être considéré comme discriminatoire. Et ça a été aussi condamné par la Commission européenne en 2011, puisque elle a dit que l'interdiction va à l'encontre de la Charte européenne des droits fondamentaux, puisqu'elle constitue une discrimination qui est basée sur l'orientation sexuelle. Et pour nous, une discrimination qui est basée sur l'orientation sexuelle, c'est bien l'homophobie. Donc, ces arguments, donc là, c'est les arguments, c'était sur les raisons qui basent donc cette exclusion, mais il y a aussi qu'une fois que cette exclusion existe, les personnes qui doivent défendre cette exclusion, qui n'en sont pas forcément à l'origine, utilisent des arguments qui sont eux aussi stigmatisants. Donc j'avais parlé des études qui ont été faites, notamment les études qui sont souvent citées, c'est des études comme Presse Gay et Préva Gay, qui ont été faites dans des lieux de convivialité gay. Donc c'est un peu comme si on faisait une étude pour savoir s'il y a d'alcoolisme dans la population française en allant dans les bars ou en allant dans les boîtes de nuit. Donc c'est quand même, c'est fondamentalement faux, donc ça stigmatise les homosexuels. Le fait que les HSH sont plus conscients de leur statut sérologique parce qu'ils se font plus dépister n'est généralement pas mentionné. Les chiffres sont parfois exagérés et on assiste aussi à des raisonnements scientifiques qui ne sont pas pertinents pour défendre cette interdiction. Et un argument qu'on entend aussi souvent, c'est que même quand on est dans un couple stable, si le partenaire fait une prise de risque, c'est-à-dire s'il est infidèle, qu'il le fait sans se protéger et que ça a lieu dans la période silencieuse, alors il y a risque. C'est-à-dire qu'en fait on associe en plus l'homosexualité à l'idée de l'infidélité avec prise de risque, ce qui est complètement négligé le fait que c'est une population qui est généralement plus consciente des modes de transmission du VIH. Donc pour nous, tous ces éléments contribuent à imaginer en fait une population homogène qui serait à risque et peu responsable. Et donc ça renforce, selon nous, les stéréotypes homophobes. Et enfin, donc, à part donc, ces différents arguments qui sont quand même généralement construits, on assiste aussi à une libération de la parole homophobe, c'est-à-dire certaines personnes à la marge qui se font condamner par d'autres personnes, mais qui se sentent obligés pour légitimer l'exclusion d'utiliser des arguments qui sont, eux, explicitement homophobes, comme on a pu le voir avec le docteur Callot au début de cette année, donc, qui a tenu des arguments, des propos totalement homophobes pour défendre l'interdiction, et avant aussi par la secrétaire d'État à la santé Nora Berra, qui avait notamment dit que l'homosexualité était un facteur de risque pour le VIH. Donc il y a plein d'exemples, mais ça contribue en fait à ce que les homophobes puissent s'exprimer avec la légitimité de la loi qui est avec eux. Enfin, au niveau du vécu des homosexuels qui sont refusés au don du sang ou qui ne le sont pas, puisque les femmes ne sont pas refusées au don du sang, il y a les personnes qui sont en questionnement, qui sont donc dans une période où c'est très difficile d'assumer son homosexualité et qui, si elles veulent donner leur sang, se font rappeler qu'en fait elles ne peuvent pas et qu'elles sont différentes. Donc on a eu pas mal de témoignages qui disent que c'est des choses qui ont été très mal vécues, même d'ailleurs de la part de femmes qui ne pouvaient pas se faire rejeter du don du sang, mais qui se faisaient rappeler en fait que les homosexuels c'est quand même différent. Les personnes qui sont out, il y en a certains qui décident de donner leur sang malgré tout en mentant. C'est pas quelque chose que nous on soutient, mais ça arrive, on en a entendu pas mal de témoignages. Ce qui veut dire qu'en fait, pour faire acte de solidarité, on est obligé de retourner dans le placard. Donc ça aussi, c'est une violence qui est faite pour les homosexuels. Et enfin, j'ai mentionné que les femmes ne sont plus exclues du don du sang, mais on a entendu des témoignages, et il y a des statistiques aussi, qui disent que certaines lesbiennes et bisexuelles se sont également faites exclure du don du sang, alors que là, les données épidémiologiques ne vont pas du tout dans le sens d'une population à risque. Et ça prouve bien quand même qu'il y a un amalgame qui est fait entre HSH et homosexuels dans leur ensemble. Donc pour nous, ça contribue à des stéréotypes sur l'ensemble de la population homosexuelle. Donc comme conclusion, on n'accuse pas l'EFS d'homophobie, d'accord, puisque l'EFS applique un arrêté qui a été promulgué par l'État et ensuite qui a été appliqué et reconduit en 2009 par l'État. Donc l'EFS ne fait qu'appliquer les règles fixées par l'État. Les ministres font aussi, et d'ailleurs je ne le dis pas là, mais font aussi, ils suivent les études qu'on leur donne. Ils ont peur aussi de se faire accuser de négligence. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont explicitement homophobes. Cependant, c'est l'exclusion en elle-même qui se base sur des arguments homophobes et qui est vecteur d'homophobie en elle-même, puisque c'est une discrimination. Elle est basée sur des stéréotypes homophobes et elle contribue à les diffuser dans l'opinion publique, puisque quelque part,
si la loi dit que les homosexuels sont plus à risque pour le VIH, alors c'est sûrement que c'est vrai, donc ça continue à associer les deux dans l'esprit des gens. Et c'est une violence donc, au quotidien faite aux homosexuels. Donc à ce titre, on considère que c'est une exclusion homophobe. Et je cite juste une remarque qui a été faite par Robert Badinter lors des débats récents sur faut-il lever l'exclusion. Exclure un groupe en raison de son orientation sexuelle, c'est le flétrir. Merci aussi d'avoir bien respecté le temps. C'est exactement les 10 minutes. Et puis, on voit déjà, voilà. Alors, avis au dernier à parler. Mais aussi, il faudra qu'il se tienne à ces 10 minutes. Oui, bien sûr. Et puis, je crois aussi que l'argumentation était intéressante et complémentaire, déjà de la précédente. Voilà, on écoute le troisième association à travers Frédéric, qui s'appelle Homo d'honneur. Donc bonjour à toutes. Oui, non, mais c'est pour la vidéo, vaut mieux que... Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant nous livrer à la présentation du collectif Homo d'honneur sur la vision suivante, qui est l'exclusion des homosexuels au don du sang et du sécuritarisme. Voilà. Mais avant de commencer, je voulais savoir si nous voyons tous les mêmes choses. Ça arrive, ça arrive. C'est celui-là, oui. Non, 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 non. On peut partir. Pas loin, non, non, on rembobine. Oui. Voilà, ce que je vous présente ici, c'est l'escalier des chairs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je l'ai appris il y a peu, donc je ne vais pas le faire par moi non plus. Voilà, l'escalier des chairs, c'est quoi? C'est, si on regarde bien, il y a trois façons de regarder la chose suivante. On peut considérer que la vérité se situe dans cet axe-là, on voit bien que ce bonhomme-là, il descend. On peut considérer que c'est plutôt ce côté ici qu'il faut regarder la chose. Et tout à fait à moi, alors je ne suis pas assez grand pour y arriver, je ne vais pas sauter non plus. Donc on voit qu'il y a une personne qui monte là-bas, bon voilà. Tout ça pourquoi? C'était pour vous amener à la chose suivante, les problèmes de perception de la réalité que chaque individu a. Il y a des choses que l'on voit et on croit surtout que c'est la vérité. C'est pas aussi évident que ça. Nous allons enchaîner avec la diapo suivante. Donc les phénomènes de perception qui interviennent. Premièrement, il y a le point de vue. Point de vue ou angle de vue, c'est pareil. Bon, angle de vue, vous avez compris ce que ça veut dire. Hein. Point de vue, c'est pour le sujet qui nous intéresse, est-ce qu'on se considère comme des donneurs de sang, comme des homosexuels, comme des malades? Le point de vue va être très important sur la perception qu'on va avoir de l'exclusion des homosexuels au don du sang, bien entendu. Deuxième point, les représentations. Si je vous dis le mot travail, chacun de vous, ça va éveiller des choses bien particulières. Chacun de vous, vous allez avoir une définition propre du mot travail, que vous n'avez pas, que vous recherchez, qui vous emmerde, etc., etc. Ce sont les représentations qui conditionnent votre perception de la réalité. Troisième point, l'imprinting. Alors ça, c'est un terme emprunté à Edgar Morin, un des pères fondateurs de la psychosociologie, autant pour moi. On dit les deux, autant pour moi. Donc l'imprinting, c'est tout ce qui est dû à l'expérience de l'individu, son éducation et sa culture, et qui conditionne pour partie la perception, je répète, de la réalité qu'il a. Et dernier point, l'état d'esprit à l'instant T. Alors là, l'exemple qui est tout bête, regardez Roméo et Juliette avec son cher Ethan, avec sa moitié, ou regardez Roméo et Juliette, donc ça je ne fais pas de discrimination, hein, et regardez Roméo et Juliette quand vient de se faire larguer, on n'a pas le même état d'esprit. Bon, je n'ai pas insisté davantage. On enchaîne aussitôt avec les phénomènes de communication. Je n'irai pas plus loin, hein, je n'ai pas le niveau requis pour en parler davantage. Hein. Donc cette citation, c'est plutôt ce paragraphe de Bernard Werber, pour vous expliquer quoi? La difficulté qu'il y a à communiquer entre ce qui est dit, ce qui est entendu et ce qui est compris. Il y a une grosse divergence. Je pense que tout le monde ici a déjà ressenti ce problème. On veut s'exprimer, l'autre n'entend pas ce qu'on dit qu'il comprenne, etc., etc. À ce phénomène-là intervient un autre phénomène. En tout cas, moi, je suis comme ça, je l'assume. Je suis beaucoup plus préoccupé par avoir raison quand j'ai un micro, quand je veux convaincre un public. Je cherche à avoir raison
Et la vérité, honnêtement, existe-t-elle réellement? J'en sais rien, et c'est pas mon but. Voilà. Ceci étant, l'introduction étant faite, maintenant nous allons passer enfin quand même au sécuritarisme. Définition du sécuritarisme. Alors c'est quoi? Le sécuritarisme, c'est la doctrine de la peur, caractérisée par la prise de décision irrationnelle, incohérente et contre-productive. Alors, irrationnelle, incohérente, contre-productive, je vous le garde pour la fin. Non, il rembobine. Voilà. L'important dans le sécuritarisme, le mot qui est central, c'est la doctrine de la peur. Nous y sommes, vous allez me dire. La peur de quoi? De l'homosexuel, bien entendu. Et nous sommes donc bien en face d'une discrimination homophobe. Et donc nous sommes bien en face d'une discrimination homophobe. C'est ce que je veux dire, hein? Question de point de vue. On enchaîne. Les années 80. Les années 80. Une mystérieuse maladie se répand au sein de trois populations, les 3 H, homosexuels, héroïnomanes, haïtiens, et se transmet ensuite rapidement à une 4e population, le 4e H, les hémophiles. Alors cette maladie, on avait du mal à la comprendre au début, on connaissait quasiment rien d'elle, si ce n'est qu'elle se caractérisait par un syndrome d'immunodéficience acquise, le tristement célèbre SIDA, et dont on a observé bien entendu un affaissement du système immunitaire. Alors on ne connaissait rien, on se doutait que c'était un virus, pourquoi? Parce qu'on se rendait compte que par voie sexuelle, il y avait transmission supposée, mais les homosexuels étaient lourdement touchés, et par voie sanguine. Les hémophiles étaient la preuve qu'il y avait une transmission par voie sanguine. Voilà. Donc l'introduction de ce virus-là dans les années 80, début des années 80, a dû modifier d'urgence le système transfusionnel français. Il était important de le faire. Nous allons voir dans la diapositive qui suit les mesures qui ont été au début appropriées, intelligentes, rationnelles, cohérentes, et ensuite nous allons voir comment l'excès de ces mesures que nous on appelle sécuritarisme, et on va y revenir, va avoir perturbé profondément le système transfusionnel français. On peut... Voilà. Historique, premier point, le 21 juin 83 ou 20 juin, j'avoue que bon, on ne va pas chipoter sur la date, sur un jour près, circulaire d'exclusion des HSH, alors je ne reviendrai pas sur le terme, ça a déjà été expliqué. HSH, hémophile, héroïnomane, haïtien, bien sûr, on faisait le complet. Et c'était justifié, en tout cas, le collectif Homo d'honneur estime que, en 83, exclure les homosexuels, héroïnomanes, haïtiens et hémophiles était justifié. On ne connaissait rien, sans même que le principe de précaution existait à cette époque-là, il fallait les exclure. Deuxième point, 1er juillet 1985, premier test HIV à chaque don. Alors c'était le test première génération, ELISA, il avait l'avantage ou l'inconvénient d'être positif au bout de 6 mois. Donc c'est-à-dire qu'après chaque changement de partenaire sexuel, tout hétérosexuel était exclu 6 mois. Alors à cette époque-là, vous aurez pu me dire, et à juste titre, depuis le 1er juillet 1985, les homosexuels, les gens se chassent, bon, je dis homosexuels, vous comprenez, les homos auraient pu redonner leur sang. Ben oui, sauf que, troisième point, nous avons eu les procès au singulier, au pluriel, autant pour moi, de l'affaire dite du sang contaminé. Alors je ne vais pas refaire l'historique des procès, mais en 3 mots, responsable mais pas coupable. Ça, c'est ce qui a marqué profondément les esprits et ce qui a tout modifié le système transfusionnel. Donc, suite à ça, 4e point, le 4 janvier 1993, le législateur prend acte de l'introduction du virus du sida, des dysfonctionnements du système transfusionnel français, et met en application cette loi qui transforme le CNTS en AFS et LFB. J'explique de suite. CNTS, c'était le Centre National de Transfusion Sanguine, dirigé par le célèbre docteur Garetta, qui a fait un business, bon, je caricature, mais il n'y a pas eu que ça. Bon, bref. AFS, LFB. Non, il va plus vite. Non, on reste... Bon, c'est pas grave. L'AFS, LFB. L'AFS, c'était l'Agence française du sang. Alors avant, il faut savoir que le don du sang, en France, c'était régi par un maquis juridique, c'est-à-dire une entreprise pouvait faire le don du sang, une mutuelle pouvait faire le don du sang, une association de médecins faisait le don du sang, les collectivités territoriales faisaient le don du sang. C'était le gros bordel. Pour parler trivialement, il n'y avait aucune cohérence juridique. Donc, le législateur a dit, on arrête les conneries, l'AFS va chapeauter tout ça, va édicter des règles de bonne conduite, et c'était qu'une première étape. Et le LFB,
Alors il ne manque pas un F, c'est le laboratoire français de fractionnement de biotechnologie. Alors ce laboratoire, il a été fait pourquoi? Bon, Garetta, je résume, il avait des stocks de plasma contaminés, il les a libérés sachant qu'ils étaient contaminés. Je fais rapide, je fais bref. On s'est dit, ce qui a été à la source du sang contaminé, de l'affaire, de l'ampleur, ça a été la recherche d'intérêts lucratifs. On a dit, on coupe l'herbe sous le pied à toute recherche de profit dans le système transfusionnel. On crée le LFB, GIP, groupement d'intérêt public. C'est public, pas de souci. On dira plus tard. Ensuite, le 24 janvier 1994, décret relatif à l'hémovigilance. Hémovigilance, c'est sécurité transfusionnelle. Voilà, c'est toutes les règles, tous les tests, comment il faut les faire, les procédures, les protocoles. Bref, on zappe, sinon je vais même pas mettre le chrono en route, comme ça au moins, je ne sais pas combien je suis. Je suis à combien 5 6-7 minutes. Oh, c'est bon, je vais ralentir même. On peut prendre le point suivant. Allô? Voilà. Donc jusqu'à présent, on a vu que l'approche en tout cas du collectif Homo d'honneur, c'est de dire les pouvoirs publics ont bien réagi face à une pandémie qui est arrivée, ils ont bien analysé tous les dysfonctionnements du système transfusionnel, ils ont bien répondu. Mais le mieux étant l'ennemi du bien, ils ont voulu faire mieux, et septembre 1997, exclusion des transfusés du don. Alors, il est vrai que les transfusés ont été contaminés par l'hépatite C. Et donc, il est vrai également que les transfusés ont eux aussi contaminé d'autres transfusés par l'hépatite C. Sauf que, 1997, le test de l'hépatite C, alors j'ai pas fait de recherche, honte à moi, mais le test de l'hépatite C existait. Donc, l'exclusion des transfusés, c'est le principe de précaution. Et j'explique pourquoi ils excluent les transfusés. Tout simplement, c'est théoriquement, si demain une nouvelle maladie fait son irruption, qu'elle se transmet par voie sanguine, les transfusés vont être les premiers à retransmettre plus facilement la maladie. C'est rigoureusement logique leur raisonnement, on ne peut pas le contester. Mais tout le problème, en sécurité sanitaire, c'est est-ce qu'il vaut mieux résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec les moyens que l'on connaît, ou vouloir se prémunir de la maladie de demain qui peut-être n'arrivera jamais, et pour lesquelles, en excluant les transfusés au don du sang, qui eux avaient une dette morale avec le don du sang, étaient des donneurs généreux, réguliers, on a fait chuter le nombre de donneurs. Et à la fin, s'il n'y a pas de sang, je vous laisse deviner ensuite. On enchaîne. 1er juillet 1998, la loi du même nom, qui instaure l'EFS et divers contrôles. EFS, ça a été évoqué, je ne vais pas y revenir, sauf que l'EFS, c'est le monopole d'État sur la sécurité, autant pour moi, sur l'activité transfusionnelle. Donc là, à partir de... Bon, déjà, en 1994, ça avait été fait, 93, autant pour moi, l'AFS avait préparé le terrain. Là, l'EFS, en 98, c'est terminé, il n'y a plus aucun business possible. L'EFS étant EPIC, établissement public, industriel et commercial. Même s'il y a des excédents qui sont dégagés, c'est réinvesti au sein de l'EPIC. Il n'y a pas d'actionnaires qui s'enrichissent. Voilà. Et les divers moyens de contrôle, c'est l'AFSAPS, Agence française de sécurité alimentaire, sanitaire et des produits de santé. Merci, je ne me souviens jamais de l'acronyme, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc il y a l'AFSAPS, il y a l'INVS, Institut national de veille sanitaire, tout un tas d'autres systèmes qui contrôlent les autres agences, vous voyez un petit peu, c'est le ministère s'est déresponsabilisé. À l'époque, on était responsable, pas coupable, là maintenant on n'est plus responsable, comme ça, hop, à dégager. Le ministre ne peut plus sauter, puisque ce sont les agences qui sont censées exercer cette responsabilité de contrôle. Je tiens à préciser, sans faire de polémique, mais l'AFSAPS avait pour but d'éviter des affaires telles le Mediator, telles les prothèses PIP. On voit bien qu'en voulant mettre en place un système bureaucratique de contrôle, on a échoué. Point suivant. Octobre 2001, mise en place du DGV. Alors, je suis toujours trop petit, ça fait suite, en 85, on a le premier test de première génération HIV, qui lui détecte les anticorps. Il faut 6 mois. Bon, après, quelques temps plus tard, on a réussi à la faire tomber à 4 mois. Là, avec le DGV, dépistage génomique viral, on va directement à la pêche du virus, des quelques particules virales, et au bout de 15 jours en transfusion sanguine, on détecte une contamination récente. Alors ça, c'est pour le sida, c'est une bonne chose. Sauf que l'hépatite C, il faut 3 mois et demi.
C'est pour ça que l'exclusion des personnes ayant changé de partenaire sexuel, pourquoi on dit sexuel au féminin, moi, sexuel, se fait 4 mois après chaque partenaire. Pourquoi? Si on a une contamination à l'hépatite C, au sida ou d'autres maladies, au bout de 4 mois, l'EFS sera en mesure de le détecter. Voilà. Donc vous allez me dire à nouveau, en 2001, on aurait pu à nouveau réintégrer les homosexuels au don du sang. Mais oui, mais non, c'est pas comme ça. Diapo suivante. Et oui, on continue dans le délire du sécuritarisme. 2003, alors je suis pas sûr de la date, honnêtement, c'est pas vérité d'évangile ce qui est écrit, début des années 2000. Ouais. On a eu la vache folle. Alors évidemment, les Britanniques ont été plus touchés que les Français. Mais nous, en France aussi, on a eu des cas, pour information. Donc, le système transitionnel français a dit, écoutez, d'accord, merci. De toute façon, j'arrive. Je finis ça, je fais un autre paragraphe et c'est fini. Ok, merci. J'avais trop de temps du coup. Donc, le système transitionnel exclut les Britanniques, y compris les végétariens. Ceux qui n'ont jamais bouffé de vache, on les exclut. Le principe de précaution est comme ça. On ne réfléchit pas, on met tout par paquet. On accélère. 28 juillet 2005, alors quand je disais que le sécuritarisme était caractérisé par des décisions irrationnelles, incohérentes et contre-productives, nous avons ici un très bel exemple avec la privatisation du LFB. C'était le laboratoire qui était censé éviter les dérives financières. Il était sous statut public en 94-93. En 2005, parce que les ministres ne s'occupent plus de transfusion sanguine, les intérêts financiers et pharmaceutiques reprennent le dessus, on privatise le LFB. Si avec ça on n'a pas un problème dans quelques années, bon bref, on n'est pas là pour parler du LFB aujourd'hui. On enchaîne, s'il te plaît. Voilà, et là c'est terminé pour ce diapo. Le 12 janvier 2009, arrêté d'exclusion des HSH du don du sang. C'est-à-dire, alors que Roselyne Bachelot avait dit « Je vais ouvrir le don du sang des homos », voilà, c'est fabuleux, « Je vais ouvrir le don du sang des homos », qu'est-ce qu'elle nous fait? L'esthétique pirouette d'une ministre au sabre rose, et donc elle nous fait l'exclusion des homos. Incompréhensible. Donc, maintenant je vous avais parlé, il n'y a pas si longtemps que ça, pour pas que je me perde, de la peur. Alors ce n'est pas la peur des homosexuels qui intervient, ce n'est pas la peur des transfusés, ce n'est pas de l'homophobie, ce n'est pas de la transfusophobie, ce n'est pas de la britannophobie, non, absolument pas. La peur qui intervient, c'est la peur des juges, la peur des médias, la peur de l'opinion publique, la peur de vous. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, mais pourtant vous leur faites peur aux décideurs. Non seulement vous leur faites peur, mais vous-même, nous tous, nous sommes gangrénés par cette peur. Peur de quoi? Peur de son emploi. Peur d'être agressé de la rue. Actuellement, à Toulouse, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dangereux d'être dans la rue. Peur de choper une maladie. Peur de... Mettez tout ce que vous voulez comme peur. Nous avons tous peur de quelque chose et nous sommes dépendants de cette peur et on demande à nos décideurs de répondre constamment à cette exigence de toujours plus de sécurité. N'ayez pas peur, avait déclaré un pape éclairé de la fin du siècle dernier, au niveau des... Il s'était adressé au peuple sous le joug soviétique. Et quelques années plus tard, un mur, ça fait ça. Nous, le collectif Homo d'honneur, ce qu'on a envie de vous dire, c'est n'ayez plus peur. Plus peur qui ça? Vous, les citoyens lambda. Vous, les responsables scientifiques qui écouteraient forcément cette vidéo, on le sait. Et vous, surtout, les responsables politiques qui allaient faire comme si vous n'êtes au courant de rien de ce qui se passait ici aujourd'hui. Voilà ce qu'on voulait dire, et j'ai presque fini. Non, j'ai pas fini. Donc, le principe de précaution, louable dans son intention, éviter toute dérive sanitaire, sans limite dans son application, est un sécuritarisme qui ne dit pas son nom. Donc, j'ai fini cette fois-ci. Je vous laisse en bonne... Oui, il faut cliquer 2 fois. Voilà. Je vous laisse en compagnie pour les luards. Certains sites banentaires, je préférais luards, chacun son trip. Voilà, et je vous laisse donc dans le même état d'esprit qu'il y a, il y a un quart d'heure. Excusez-moi, j'ai débordé. Merci beaucoup.